Bonjour à tous, bonjour chers intervenants, bonjour chers participants. Donc moi, je me présente, je suis Fatoumata Diarra, donc la modératrice de ce webinaire. Donc au menu du jour, nous allons parler de la gestion des ressources humaines et du recrutement au Mali. Donc à nos côtés, nous avons Madame Keïta Aïda, spécialiste dans les ressources humaines, mais également Monsieur Terra Boubacar, qui est promoteur de la société Verta Pro SARL. Donc, c'est Donilab qui organise ce webinaire. Rappelons-le, Donilab, c'est le premier incubateur et la première structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Mali. Donc, Donilab est présent maintenant en France, mais également dans quelques régions du Mali, notamment à Mopti, à Sikasso, à Ségou. Et le but de Donilab France, en fait, c'est de vulgariser l'entrepreneuriat auprès de la diaspora malienne en organisant des webinaires comme celui-ci autour de thématiques différentes. Et en fait, nous avons constaté que lors des after-work, la thématique des ressources humaines revenait très souvent. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de parler de ce sujet. Donc, tout d'abord, je vais demander à mes chers intervenants de se présenter et expliquer ce qu'ils font. Donc, la parole est à vous, Madame Keïta. Bonjour, merci de m'avoir donné l'opportunité de discuter des ressources humaines. Aïda Keïta, spécialiste en ressources humaines, recruteur, chasseur de tête depuis quelques temps. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Monsieur Terra. Voilà, Monsieur je crois que oui, c'est bon. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien. Voilà, donc bonjour tout le monde, bonjour chers participants et bonjour la modératrice. Bonjour. Et pour cette belle introduction. Voilà, moi c'est Terra Boubacar, je suis entrepreneur paysagiste. Je suis le promoteur de l'entreprise Verta Pro SARL, qui est une entreprise spécialisée dans l'aménagement paysager au Mali. Nous créons des espaces verts, nous faisons l'entretien, et tout ce qui va avec les prestations environnementales au Mali. Entendu. Voilà. Bienvenue, Monsieur Terra. Merci bien. Donc, tout d'abord, la question que je vais vous poser à tous les deux, c'est expliquez-nous un peu comment se passe le processus de recrutement et l'intégration d'un collaborateur au sein d'une entreprise située au Mali. Comment ça se passe? Voilà, donc de mon expérience d'entrepreneur, ce que je peux dire par rapport au processus de recrutement au Mali ici, en fait, tout d'abord, il y a le cadre légal qui est là, le code du travail qui régit tout le processus, en fait, parce que ça définit les types de contrats qu'il faut mettre en œuvre, qui définit aussi les relations entre l'employeur et les employés. Voilà. Donc, tout d'abord, comme tout le monde le fait, on lance un appel. Voilà, parce que selon les besoins de chaque entreprise, quand l'entreprise sent le besoin du personnel, elle lance ce qu'on appelle, une offre d'emploi. Et à travers cette offre d'emploi, beaucoup de gens qui en ont le besoin vont répondre, n'est-ce pas? C'est un peu la base. C'est le départ du contact entre les employeurs et voilà, les chercheurs d'emploi, parce qu'ils ne sont pas encore devenus employés. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que les spécialistes en gestion des ressources humaines interviennent le plus, parce qu'il faut tout un profilage du candidat idéal pour les besoins de l'entreprise. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, mais comme on appelle, on rédige un contrat, après les entretiens et tout, on rédige un contrat, de commun accord avec la nouvelle recrue. Mais dans cette rédaction du contrat, il y a beaucoup de paramètres légaux qui entrent en jeu, notamment la durée du contrat, même les conditions de fond. Il y a des conditions de fond et des conditions de forme. Et parmi d'abord les conditions de forme, il faut faire intervenir beaucoup d'institutions, notamment celles qui sont en charge de
de faire le contrôle de santé de l'employé, okay, parce qu'on ne peut pas employer n'importe comment. Voilà, il y a ce qu'on appelle le CEMI ici, okay, qui est chargé de faire le contrôle de santé. Est-ce que tel employé est apte à exécuter le travail pour lequel on veut vraiment le prendre? Et là, le contrat va à ce stade, à cette institution. Et après, il y a aussi l'inspection du travail qui donne son visa sur ces contrats de travail. Et c'est après que, voilà, tout est finalisé entre l'employeur et puis l'employé pour que les choses puissent démarrer. Voilà, ça c'est ce que je peux dire, planter le topo, voilà, en attendant de rentrer dans les différents détails. Voilà. Merci pour cette réponse très étoffée. Madame Keita, un petit point à ajouter ou... Oui, merci, Monsieur Terra. Je pense que vous avez parlé vraiment de ce qui se passe dans le réel. C'est vraiment ça. Un recrutement, le processus peut être de recrutement depuis l'expression du besoin jusqu'à l'intégration de la ressource. Ça peut être différent d'une compagnie à une autre. Il y a des compagnies qui ont leur processus de recrutement ou leur manuel de RH qui est complètement établi, mais on tient toujours compte du Code du travail du Mali. Le processus de recrutement commence depuis l'expression du besoin. Moi, il y en a qui vont vous le résumer en 4 ou 5 étapes. Moi, je le dirais en 3 étapes. Je parlerai précisément de la définition précise du poste pour lequel on recrute. Cette définition détermine les qualifications qu'on recherche pour la ressource, d'une part, mais aussi les méthodes et les moyens pour lesquels nous allons recruter. Est-ce que ça va être un recrutement en interne? Est-ce que ça va être un recrutement en externe? Est-ce que ça va être un poste en intérim? Aussi, la deuxième étape, c'est la recherche de la ressource rare. Moi, je dirais ça. Et cette recherche passe par les moyens et les outils qui seront définis dans l'étape 1, qui soit on le fait d'une manière interne ou d'une manière externe. D'une manière externe, ça dépend de ce que la compagnie choisit comme canal de publication, comme système de diffusion, comme mode de recherche. Il y a plusieurs types plusieurs canaux de recherche. Il y en a qui utilisent les diffusions en interne, c'est-à-dire qu'on diffuse là, le descriptif ou le besoin en interne, puis on demande ça dépend des entreprises, comme je le dis, on demande aux collaborateurs de partager avec les ressources, ou s'ils ont des ressources, dépendamment du type de profil, ça peut toujours varier, parce qu'il y a des profils qui sont plus faciles à trouver, il y en a qui ne le sont pas. Donc, surtout quand c'est des profils rares qu'on recherche, on va utiliser tous les moyens dont on dispose en interne, mais aussi les affichages sur LinkedIn, d'autres sites au Mali comme Mali Emploi et moi, je ne vais pas faire de publicité pour qui que ce soit, je m'arrête là. Tous ces sites-là pour recueillir des candidatures externes. En troisième étape, en fait, tout en respectant tout le processus de recrutement, de type de test qu'on va faire, de type d'entrevue qu'on veut faire, est-ce que c'est une entrevue, est-ce que c'est une entrevue de groupe individuel ou autre, est-ce que c'est un test, est-ce qu'il y a le médical à faire avant d'embaucher, parce qu'il y a des gens qui font vraiment le médical avant de signer le contrat, différent du médical après le contrat. Et jusqu'à la signature de l'offre. Ça, c'est la deuxième étape. L'autre troisième étape, ça, c'est ce qui est un peu négligé, je veux dire, au Mali. L'intégration et la formation de la ressource. Parce que la réussite du recrutement dépend de cette étape-là. Pour qu'un recrutement soit un succès, il faut que la nouvelle recrue soit vraiment intégrée, qu'elle comprenne toutes les procédures de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, qu'elle comprenne aussi les outils, qu'elle soit formée sur les outils avec lesquels l'entreprise travaille, la manière de faire de l'entreprise, et qu'elle s'imprègne de ces manières-là. Et la formation d'un poste à un autre, ça peut dépendre, la durée peut-être d'une semaine à 3 mois. Donc, moi, je résumerai les 3 étapes comme cela. Merci. D'accord, très bien pour tout. Merci pour tous ces éléments. Nous savons ici que, en fait, il y a une multitude de contrats ici. Nous avons le CDD, nous avons le CDI, l'intérim.
et même maintenant, l'alternance qui est de plus en plus à la mode, je dirais. Quel type de contrat nous retrouvons au Mali? Est-ce que c'est les nouveaux contrats sont disponibles là-bas? Quels sont les types de contrats? Ok, voilà. Donc, moi, je pense que vous avez cité, bien sûr, les contrats à durée déterminée, les contrats à durée indéterminée, voilà, et l'alternance, voilà, les contrats d'apprentissage. Bon, au Mali, on rencontre ces types de contrats, hein, mais les plus utilisés, les plus, comment on appelle, utilisés dans le milieu entrepreneurial, c'est soit un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Bien que, c'est vrai, il y a certains qui utilisent beaucoup l'apprentissage, mais l'apprentissage n'est pas trop, à mon avis, de mon expérience, ce que j'ai vu quand même sur le terrain, l'apprentissage n'est pas trop formalisé, malheureusement, voilà, sur le milieu de l'emploi. Parce qu'il y a certains qui, à tort, voilà, pensent que l'apprentissage n'est pas en fait un lien, voilà, n'est pas un lien de, comment on appelle, c'est pas un contrat, c'est pas un contrat de travail en fait. Voilà. Donc, ce qui fait que quand vous partez même dans certaines entreprises, vous allez voir beaucoup de gens qui ont passé beaucoup de temps, voilà, on les dit, on les qualifie d'apprentis, mais en réalité, si on prend juridiquement, ce sont des employés en plein temps, en fait. Voilà. Donc, c'est puisque c'est pas trop, les gens n'utilisent pas trop cette formule et c'est laissé, comme on appelle, à la volonté de certains employeurs qui en abusent, voilà, pour exploiter quand même certains employés. Bon, pour ce qui est du contrat à durée déterminée, qui est quand même le plus utilisé parce que, comme on appelle, les gens font recours surtout au contrat biennal, surtout le contrat de 2 ans, ou bien une année renouvelable. OK? Et souvent, ils utilisent ce contrat qui, au fur et à mesure, se transforme en contrat à durée indéterminée sans qu'ils le sachent en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qui utilisent le contrat à durée déterminée sans savoir en réalité les régimes juridiques de ce type de contrat, comment on appelle, le temps de fois qu'il faut le renouveler et les limites posées par la loi au renouvellement de ce type de contrat-là. Voilà. Et aussi, on rencontre le plus souvent des contrats verbaux, hein, à ne pas négliger parce que souvent les gens sont, il y a des employeurs qui emploient seulement, voilà, sur la parole en fait. Il n'y a pas d'écrit. Malheureusement, sur l'écosystème, il y en a tellement, il y en a tellement. Et il y a des raisons à ça. Souvent, il y a certains employeurs qui disent que voilà, si tu formalises tout de suite un employé, voilà, ça peut te créer un problème, voilà, à court terme même souvent. Et voilà, il faut essayer de voir d'abord est-ce que l'employé va être à la hauteur de souhait et ainsi de suite. Ils vont se retrouver dans une situation juridique très compliquée. L'employeur va penser qu'il n'a pas employé l'individu, mais en réalité, il l'a sous forme de contrat à durée déterminée. Vous voyez un peu, donc, ce qui fait que, de façon globale, on a ces deux types, déterminés et indéterminés, que tout le monde entend, voilà, que tout le monde voit, mais en dessous, il y a toutes ces subtilités qui peuvent arriver dans la pratique, en fait, dans la pratique. Ça crée d'énormes problèmes dans les relations entre les employés et les employeurs et souvent qui se retrouvent très souvent, voilà, devant les juridictions. Et malheureusement, c'est très compliqué. Voilà. D'accord. Très bien, très bien. Monsieur Arti, vous aviez une Bonjour. question. Bonjour, Fatoumata Diarra. Bonjour, Monsieur Arti. Les questions, ça sera à la fin du webinaire, s'il vous plaît. Alors, je voulais juste apporter une petite précision, tout simplement.
Bon, on vous écoute Non, exceptionnellement. allez-y. Non, on peut laisser jusqu'à la Mais fin. sinon, gardez-la bien et puis à la fin, vous pourrez l'énoncer, d'accord? Pas de souci. Je vais vous demander de fermer vos micros. Voilà, tous les participants, vous pouvez fermer vos micros. Il y a juste les intervenants qui doivent les laisser ouverts. Ok, la prochaine question, elle est pour Madame Keïta. Quelles sont les obligations légales qui régissent l'embauche au Mali? J'allais un peu rejoindre un peu ce que, en fait, rebondir ce que disait M. Tira tantôt par rapport au contrat verbal. Le contrat verbal, en fait, comme il a dit, c'est très, très fréquent. C'est que la loi dit, c'est que ce qui se passe dans la vie réelle peut être tout à fait différent. Tant qu'il y a un lien de subordination, vous allez embaucher d'une manière indéterminée un employé. Donc, en réalité, c'est souvent la lourdeur de la législation peut faire que certaines entreprises ont peur de s'engager vis-à-vis des employés, mais en réalité, il y a un engagement qui est là derrière, ce qu'ils ne savent pas réellement. Tantôt, vous parliez de la législation légale autour du recrutement, les obligations légales qui régissent l'embauche d'un employé. Allô? Oui, allô, oui, on vous écoute. Oui, oui. Justement, la question, c'était à ce propos. Quelles sont les obligations légales? Nous savons qu'ici, en France, par exemple, il y a toute une juridiction qui protège l'employeur comme l'employé. Comment ça se passe au Mali? Est-ce qu'au Mali, c'est la même chose? Voilà, on veut en savoir plus. Au niveau du recrutement en tant que tel, il y a certaines choses à respecter, mais jusqu'à l'embauche, il n'y a pas d'obligation vis-à-vis de l'employeur et d'un candidat. Mais on va aller à l'embauche. À l'embauche, en fait, ce qui est vraiment une obligation, c'est d'avoir une description de poste. Juridiquement, je vais dire, pas officieusement. Il faut avoir une description de poste qui détaille le titre de poste, les tâches, le profil qu'on recherche, qui va être joint au contrat du travail. Le contrat du travail détaille le type de contrat, la date de début, les conditions de probation et de préavis. Et ces deux documents doivent être envoyés après signature par l'employeur et le futur employé. Doivent être envoyés à l'inspection, à l'INPS d'abord, pour une visite. Je sais qu'au niveau technique, M. Terra avait parlé tantôt d'une compagnie. Ça, ce domaine-là que je n'ai jamais côtoyé encore ce domaine-là. Les contrats de travail administratif que je faisais, c'était à travers l'INPS et le médecin de l'INPS qui fait la visite médicale et signait le contrat. Puis, le contrat devait être enregistré à l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Quand le contrat est enregistré là-bas, ensuite, le contrat est envoyé à l'inspection du travail. S'il n'y a pas de correction ou d'incompréhension, ça peut faire souvent des allers-retours avec l'inspection du travail, mais après, le contrat doit être signé par l'inspecteur et une copie est ensuite remise à l'employé et une copie reste dans le dossier de l'employeur. Ça, c'est à l'embauche. Avant l'embauche, un recrutement, ça peut être très, très délicat. Il n'y a pas d'obligation légale en tant que tel jusqu'à ce qu'on s'engage avec un employé. D'accord. Monsieur Terra, vous voulez apporter votre contribution ou est-ce que... Bon, en attendant qu'il se reconnecte, je vais m'adresser à Madame Keïta. Alors, vraiment, ça, c'est une question vraiment qui est propre à toutes les entreprises. Comment faire le bon choix du bon profil? Voilà. Par quels moyens, par quel process est-ce qu'on passe pour avoir le bon profil recherché? Ça, c'est une question qu'on peut débattre toute une journée là-dessus. En fait, ça dépend du profil, du type de profil. Comment est-ce qu'on peut... Il faut avoir souvent l'humilité ou l'audace de demander de l'aide quand on ne sait pas exactement quoi chercher. Ce qui arrive souvent quand le poste n'est pas très défini ou n'est pas bien défini ou n'est pas compris par la personne qui recrute, ça peut amener
des incompréhensions et puis le processus ne se passe pas bien ou on n'a pas le bon candidat au bon moment. Pour avoir le bon candidat, il faut comprendre le poste. Il faut savoir ce qu'on veut comme qualification et aussi ce qu'on veut comme personnalité. C'est de moins en moins, on n'en prend pas beaucoup compte ici, mais la personnalité compte énormément parce que pour que le travail puisse bien se faire, il faut qu'il y ait un fit entre la recrue et l'équipe. Certaines entreprises vont jusqu'à faire une entrevue avec l'équipe et le candidat pour pouvoir choisir. Dépendamment du type de poste, de la complexité, on choisit des canaux de diffusion pour avoir beaucoup plus de candidats, mais aussi à l'interne. Voilà pourquoi je dis que le référencement ou de bouche à oreille, ça peut passer très bien sans pour autant que ça soit mauvais dans le mauvais sens. Je parle dans le bon sens. On demande aux employés un profil similaire à ce qu'on recherche. Ils connaissent quelqu'un qui a déjà fait ce type de travail. Ça nous permet de pouvoir cibler rapidement les futurs candidats ou les futurs employés. Aussi voir quel type de canaux sont spécialisés pour tel ou tel profil, sans passer par Facebook pour avoir 1000 candidatures à trier sans avoir de bons résultats. Aussi, il faut être vraiment réaliste. Il faut être réaliste, il ne faut pas demander 10 ans d'expérience pour un profil qui n'existait pas au Mali avant. On est au Mali, on s'entend. On veut un profil qui est, on va dire, un marketing numérique, par exemple. Le marketing numérique existe au Mali, ça ne fait pas aussi longtemps que ça. On va mettre 10 ans d'expérience là-dessus. Il faut être flexible. Il faut aussi pouvoir détecter la potentialité des candidats. L'attitude compte énormément. Je peux embaucher un candidat qui sort de l'école et qui a une excellente personnalité, qui peut être capable d'apprendre rapidement et de pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Voilà tous ces aspects dont il faut tenir compte. Mais aussi souvent, on peut négliger le développement de carrière en entreprise. Ça peut nous permettre d'aller trouver quelqu'un qui est déjà en entreprise chez nous, qui nous connaît très bien, qui a un besoin de se faire développer, qui a un besoin de progresser. On peut tout simplement, par le développement de carrière, le booster ou le pousser à faire une petite formation ou à le coacher à l'interne pour qu'il puisse avoir les compétences qu'on veut. Mais comme je le dis encore, ça varie d'une compagnie à une autre. Certaines entreprises mettent le recrutement interne d'abord en avant de passer à l'externe. Et il faut savoir aussi quand faire appel à l'aide. Parce que quand on n'a pas les ressources qu'il faut pour aller chercher, on ne connaît pas les canaux il faut aller chercher. En tant que recruteur, je me rappelle que j'ai pu demander souvent à un client où est-ce qu'il veut qu'on aille chercher ces candidats. Ce type de profil, c'est rare, mais où est-ce qu'il veut? Parce qu'on ne le trouve pas, on le conseille. Il me dit, même si je n'ai pas forcément ce que je recherche ici, je cherche quelqu'un qui a une expérience dans tel, par exemple, quelqu'un, si c'est un logiciel, par exemple, on va dire quelqu'un qui a de l'expérience dans un logiciel bancaire ou un logiciel de comptabilité, ça peut faire mon affaire parce qu'il va pouvoir transférer sa connaissance et pouvoir s'adapter rapidement. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder. On n'a pas forcément le profil parfait. On a un meilleur profil qui peut faire le travail. D'accord. Vous avez justement fait ma transition. J'allais vous demander quelles sont les principales difficultés que les entreprises rencontrent lors du recrutement. Donc, vous avez partiellement répondu à la question, mais j'ajouterais à cela, souvent, il y a des entreprises au Mali qui ont du mal à recruter, donc elles font appel en fait à des cabinets spécialisés pour le recrutement. Je vous demanderai quelle est leur valeur ajoutée. Pourquoi est-ce qu'on devrait aller vers ces cabinets-là et pourquoi pas nous-mêmes en fait recruter voilà. Ok. Vous m'entendez maintenant? maintenant? De retour, Monsieur Terra? Oui, on vous entend. Oui, il y a une interruption là. Voilà, donc je suis content aussi de voir que Mme Keita en a tellement développé. C'est vraiment génial parce que elle connaît vraiment le problème des entreprises, surtout nous les entrepreneurs au Mali. Et s'agissant du profil, la question précédente, c'était sur le profil, comment chercher le profil idéal. Alors, si je ne me trompe, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'était cela.
Voilà. Et en fait, le profil idéal, il n'existe pas. Selon ce qu'on constate, en tout cas sur le terrain, le profil idéal, ça se fabrique en fait, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Tu peux avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui répond à certains critères du poste. Mais si en réalité, au niveau des conditions internes, ça ne va pas, ce profil va être utilisé de façon négative. Mais le vrai problème, en fait, souvent, c'est les canaux qu'on utilise pour les recrutements. Moi, j'en ai vécu tellement, j'ai utilisé presque tous les canaux existants et j'ai fait des recrutements personnels directement et j'ai fait appel à des cabinets, j'ai fait les bouches à oreille. Et vraiment, de tous ces canaux, ce qui aujourd'hui permet à mon entreprise de fonctionner réellement, c'est les recrutements que j'ai effectués de bouche à oreille. Sans mentir, c'est ça qui a vraiment porté des résultats positifs. Parce qu'en réalité, souvent, même les recrutements externes là, à travers les organismes de recrutement, souvent, surtout si l'entreprise n'a pas, si ce n'est pas une firme, les firmes peuvent se permettre cela en fait. Parce que les firmes ont déjà un canevas bien ficelé, tout. Mais pour les PME, c'est encore plus difficile. Voilà, de faire recours à des cabinets externes. Parce que très souvent, ces cabinets peuvent avoir de très bons profils, mais en réalité, ces profils ne correspondent pas en réalité aux besoins de l'entreprise qui est en croissance. Parce que non seulement il y a le temps d'apprentissage qu'il faut pour chaque nouvelle recrue, mais souvent, quand vous n'avez pas la personne qui est déterminée pour cela, ça sera un vrai problème pour une jeune entreprise. C'est pourquoi moi, j'ai fait beaucoup de recrutements qui ont vraiment échoué en réalité. C'est carrément, j'en ai fait tellement, mais finalement, je suis passé à, voilà, telle personne, vraiment, connaissez-vous quelqu'un qui est spécialisé dans tel ou tel truc? Ah bon, j'ai un frère qui est au chômage, donc vraiment, ok, envoie ces dossiers. Souvent, c'est du tic au tac et puis ça marche. Voilà. C'est juste ça que je voudrais mentionner pour compléter un peu. Voilà. Je pense que, si je peux me permettre, Fatoumata, oui. Allez-y. En réalité, ce qu'il a dit, c'est vrai. Hein? Souvent, on choisit le mauvais canal et de bouche à oreille, c'est très puissant. Très puissant. Le réseau est incroyable. La puissance du réseau est incroyable. Comment est-ce qu'on peut savoir quoi, quand trouver, comment trouver le meilleur candidat? Parce qu'il y a certains profils, on ne les trouve pas. Le profil parfait n'existe pas. Il faut prendre le temps d'investir dans un employé. Souvent, si on fait certains recrutements, on va aller embaucher quelqu'un qu'on pense qui est déjà prêt. On investit énormément, du coup, on ne veut pas investir beaucoup là-dedans. Alors que quand on embauche quelqu'un qui a déjà du potentiel, on peut consentir à investir en lui. Je voulais rajouter. D'accord. C'est ça exactement. Il y a un phénomène que les gens souvent, peut-être qu'on ignore ou bien qu'on ne constate pas, c'est qu'il y a tellement de compétences, c'est-à-dire il y a un fossé entre les compétences et les besoins existants sur le marché. C'est ça le vrai problème, c'est ça. Il y a des gens qui ont vraiment les compétences, qui sont là, qui cherchent le travail, mais il y a les entreprises aussi qui ont besoin de ces compétences, mais comment créer ce lien-là? Comment créer ces liens? Et c'est là où vraiment c'est le défi à relever, non seulement par les entreprises, mais aussi par les cabinets de recrutement. Voilà ce qu'on dit qu'il faut avoir l'œil de recruteur. Pouvoir regarder derrière les lignes, pouvoir décortiquer. Et souvent, moi, ça m'est arrivé personnellement de recevoir des CV qui ne reflètent pas du tout ce que je recherche. Mais je vois qu'il y a quelque chose derrière que le candidat ne dit pas, que je prends la peine de lui parler au téléphone pour voir, OK, qu'est-ce qu'il a fait par-ci ou par-ça, pour voir que oui, hein, il y a effectivement dans ce que je recherche. C'est ça.
D'accord, Madame Keita, je vous disais tantôt, avant que Monsieur Terra intervienne, pourquoi et quand est-ce qu'il faut en fait externaliser vers des cabinets de recrutement? À quel moment Pourquoi? est-ce qu'une entreprise se dit, bon, bah, moi, j'ai toujours pas trouvé le candidat qu'il me faut, comme vous disiez, hein, il n'y a pas de candidat idéal, on le façonne. Euh, à quel moment on se dit, bon, bah, il faut quand même que j'externalise, j'investisse, parce que c'est un investissement, il faut dire que voilà, c'est un cabinet qu'on va rémunérer. À quel moment est-ce que bah, les entreprises doivent adopter cette démarche? À quel moment, je dirais, quand on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la recherche des candidats, au recrutement et à la formation. Quand on n'a pas les moyens, ce n'est pas financier. Je ne parle pas de moyens financiers parce que quand on n'a pas de moyens financiers, on ne peut pas faire affaire à un cabinet de recrutement ou une firme de recrutement parce que ça coûte beaucoup plus cher. Quand on n'y arrive pas réellement, parce que oui, on a cherché, ça fait longtemps qu'on cherche, mais on n'y arrive pas pour X ou Y raison. Et enfin, surtout, et quand on sait ce qu'on veut et quand on ne sait pas ce qu'on veut. On peut dire beaucoup de choses. Les firmes de recrutement en général, les spécialistes, surtout les firmes qui sont spécialisées soit en finance, en compta, en informatique, ils savent exactement quand vous expliquez votre problème, le besoin, ce que vous voulez vraiment que la ressource fasse pour vous dans l'entreprise. Il est capable de vous dire, OK, c'est ça dont vous avez besoin, c'est telle expérience dont vous avez besoin. Il est capable de vous conseiller pour vous orienter dans quel type de profil vous devez vous orienter pour pouvoir trouver le meilleur candidat. Ou la personne peut, le conseiller en recrutement ou le conseiller en ressources humaines peut vous conseiller, OK, on peut essayer telle formule, par exemple, on essaie avec un profil tel, on le garantit, on vous met à votre disposition pendant 3 ou 6 mois, si c'est votre affaire, vous l'embauchez. Ça, c'est les formules qui se proposent. Et quand on ne sait pas, c'est quand on sait, ça c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut, mais surtout quand on sait ce qu'on veut et qu'on ne le trouve pas. Exemple, je cherche quelqu'un qui a fait de l'implantation de logiciels ou de ERP. Par exemple, ERP en finance précisément ou en comptabilité. Mais je ne connais pas très bien l'informatique, je ne connais pas vraiment les logiciels. Là, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas exactement où aller chercher. Je peux dire, OK, par exemple, regardez dans les firmes de comptabilité, quelqu'un qui a travaillé là-bas, ou dans telle firme exactement, la personne peut dire le nom de son concurrent pour que vous allez le chercher pour lui. Là, ça peut arriver. Alors là, le conseiller en recrutement peut aller chasser pour vous. Là, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment l'avoir parce qu'on n'est pas habitué à faire de la chasse. Appeler quelqu'un pour dire, est-ce que vous êtes intéressé par une opportunité? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce qu'on peut s'en parler? Donc là, on peut faire affaire à une firme ou un cabinet de recrutement ou externaliser. Et surtout, quand on a des petits projets ou des projets à durée déterminée de 6 mois, 1 an, on sait exactement quand est-ce que le projet se termine. On ne veut pas rentrer dans un processus de recrutement, faire un contrat avec quelqu'un, des profils surtout qui sont rares, et ensuite casser le contrat ou le contrat se termine. On ne veut pas rentrer dans toutes ces paperasses-là. On fait affaire avec une recrutement. Le pourquoi faire affaire avec une firme de recrutement? Parce qu'on y gagne. Je fais la promotion, je fais dans une firme de recrutement, désolée. S'il n'y avait pas ces besoins-là, je n'aurais pas d'emploi aujourd'hui. On gagne du temps et parce que la durée ne nous permet pas de faire le processus et de former un candidat pour être prêt à travailler sur un projet sur 6 mois ou sur 3 mois. On veut un candidat ou un employé qui est prêt à être plugué. Il a déjà tout ce qu'il faut. Donc, on fait affaire à un cabinet qui va chercher quelqu'un d'expérimenté, qui connaît très bien, et qui va juste venir en 2-3 jours, il est fonctionnel, il commence à travailler pour nous. Donc, on fait affaire avec une firme pour ça. Quand on cherche une solution aussi, ben voilà, ça peut être un consultant ou on confie le recrutement à quelqu'un, à une firme, il va aller chercher le candidat pour 3 mois. Ou il y a des contrats de 1 mois, ça arrive. Et les contrats qui commencent sur 1 mois. On dit, on a un projet, maintenant, on ne sait pas si ça se renouvelle ou pas. On fait 1 mois. Puis ensuite, on verra, le projet se ferme. Puis quelques mois après, il se réactive. Là, on a une ressource avec laquelle on a déjà travaillé. On peut faire appel à la firme
pour nous renvoyer le même employé qu'on avait embauché ou qu'on avait payé pour quelques mois, on le prend permanent. Et en dernier point, il y a moins de risques quand on fait affaire à une firme de recrutement parce que le recrutement est garanti. Il y a des firmes qui offrent des contrats de garantie avec 3 ou 6 mois. Si au bout de 3 mois ou 6 mois, le candidat n'est pas satisfait de votre service, alors il remplace ou bien il vous rembourse. Là, on perd moins d'argent. Mais surtout, ce n'est pas une question de budget parce que ça coûte, oui, ça coûte cher de faire affaire avec une firme. Ça ne coûte pas si cher que ça, mais ça vous couvre. Voilà. D'accord. Donc là, vous nous avez donné les clés pour bien savoir recruter. Donc après avoir passé toutes ces étapes de recrutement et autres, comment est-ce qu'on fait pour fidéliser ses collaborateurs, ses employés? Parce que nous constatons aujourd'hui qu'au Mali, il y a un taux de turnover qui est très, très, très fort. Comment on fait en fait pour faire en sorte que les candidats, enfin les employés plutôt, pardon, restent plus longtemps au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'on appelle ici la marque employeur, voilà, qui est très, très utilisée par les entreprises en France ici. Voilà, on fait tout, on met beaucoup de stratégies en place pour faire en sorte que les salariés restent le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est l'une des parties les plus difficiles du système ressources humaines, la fidélisation de l'employé. Parce que, à vrai dire, recruter souvent, c'est très facile à trouver. C'est un autre parcours du combattant, vu qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Non seulement il y a des facteurs internes à l'entreprise, mais aussi il y a des facteurs externes, c'est-à-dire les facteurs sociaux. C'est cette psychologie sociale qui est relative à chaque société, en fait. Voilà. Côté interne, je vais m'appuyer sur cet aspect. Côté interne, sincèrement, toutes les règles qu'on apprend de façon générale dans la gestion des ressources humaines sont vraiment bénéfiques, en fait. Parce que pour fidéliser un employé, d'abord, moi, je pense, la première des choses, c'est de faire intéresser l'employé à l'entreprise. Il faut que l'employé puisse incarner, puisse se sentir une part de l'entreprise. Il faut que l'employé pense que lui, il est une partie du processus dans la boîte. Voilà, bon, ça dépend du système de gestion, en fait, du système de fonctionnement de chaque entreprise. Il y a des entreprises qui privilégient le système hiérarchique, les ordres, voilà, ça tombe d'en haut et c'est à exécuter, voilà, un point, un trait. Il y a des systèmes aussi plus collaboratifs, plus participatifs, qui permettent à l'employé de voir qu'en réalité, il est aussi important. Il est aussi important dans la société, il est aussi important dans la recherche de solutions, il est aussi important dans la prise de décision. Voilà. Donc, je crois qu'à l'heure où nous sommes, c'est ce système-là qui est beaucoup prisé par les entreprises qui ont compris quand même que les choses ont évolué. Et tout d'abord parce que, vous savez, l'entreprise, moi je le dis tout le temps, c'est un endroit où chacun vient pour évoluer, même l'entrepreneur. C'est un endroit où l'employé doit évoluer. C'est une partie de sa vie qu'il va faire dans l'entreprise. Donc, les conditions doivent être réunies pour que l'employé, ces jours que l'employé passe dans l'entreprise ne soient pas vains. Voilà, il y va ainsi de l'intéressement, voilà, des avantages, voilà, des bonifications, des récompenses après de très bons résultats. Il y a toute une panoplie vraiment de mécanismes qui permettent à ce que l'employé puisse s'attacher à son entreprise. Voilà, il y a un facteur externe. Bon, ici au Mali, très généralement, quand vous employez quelqu'un, tout de suite, voilà, une fois que la personne commence à comprendre le processus, le cœur du métier,
Et très généralement, beaucoup de gens ont tendance à vouloir aller s'installer rapidement pour, entre guillemets, concurrencer l'entreprise même. Il y a ces risques énormes qui existent pour les emplois. D'accord. Madame Keita, une contribution? Commentaire pour fidéliser, beaucoup d'entreprises ne valorisent pas les ressources humaines, alors que c'est les premières ressources d'une entreprise. Comme vous l'avez dit, Fatoumata, la marque de l'employeur compte énormément au Canada. C'est avec ça qu'on cherche, c'est avec ça qu'on attire les ressources. Les gens changent pour beaucoup de raisons, soit pour de meilleures conditions, soit pour de meilleures considérations, soit pour être heureux. Il y en a qui peuvent avoir de meilleures conditions, mais ils ne sont pas heureux par le management. Donc, ça, c'est très important de tenir compte de ça. Pour fidéliser, je pense qu'il faut être proche de ses employés. C'est très important d'être proche de ses employés. C'est bien beau d'offrir un beau salaire, de beaux avantages et tout, mais si vous n'êtes pas proche, vous n'êtes pas à l'écoute, il ne faut pas savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Il faut savoir ce qu'ils veulent dans le moyen terme, dans le long terme. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous êtes capable de leur donner? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans votre entreprise? Et quand ils partent, qu'est-ce que vous allez perdre? Ça, il faut le savoir. Le modèle de gestion, comme il a dit tantôt M. Terra, hiérarchique, ça ne fonctionne pas vraiment avec la nouvelle génération. La génération actuelle, on veut être considéré dans l'entreprise. On veut être reconnu. On veut une gestion équitable, communicative et diplomate. On peut recadrer quelqu'un avec beaucoup de respect. On peut recadrer et on apprend énormément de nos équipes. Ça, c'est important, mais il faut le valoriser. Il faut reconnaître qu'on apprend, il faut reconnaître, il faut la remercier. Ils sont payés pour un travail, mais sans eux, l'entreprise, il faut au Mali qu'on arrive à considérer les ressources comme notre client. C'est la clientèle la plus privilégiée de l'entreprise, à mon avis. Et il faut développer le service client ou les relations clients. Ça, c'est très important. Donc, il faut aussi développer, mettre en place un plan de carrière, développer les ressources. Ce plan de carrière leur permettra de se développer, même si, par exemple, vous appelez un de vos employés envisage de vous quitter, mais s'il regarde en fait le plan de carrière qu'il peut avoir dans votre entreprise, il va probablement rester. Donc, il faut réunir tous ces aspects-là pour pouvoir retenir et fidéliser un employé. Moi, personnellement, il m'est arrivé d'avoir de meilleures conditions que mon employeur, de meilleures conditions, de meilleurs types de gestion. Mais en partant, ça m'a beaucoup peiné parce que le type de gestion qui était là me mettait très à l'aise. J'étais parfaitement à l'aise avec mon manager. Il était vraiment un excellent manager qui me connaissait, qui encourageait, qui soutenait quand il fallait. Donc, c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir fidéliser et réduire le taux de turnover dans l'entreprise. Donc, développer la marque en gros. Tout à fait. Vous avez encore à nouveau fait ma transition, Madame Keita, justement, j'y venais. Quelles sont les bonnes pratiques managériales et suivi des employés pour les garder au mieux, quoi? Parce que, comme vous l'avez si bien dit tantôt, on peut dire que c'est bâclé, c'est pas mis en avant, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Enfin, quelles bonnes pratiques managériales on peut mettre en place? Les entreprises maliennes peuvent mettre en place. Oui, exactement. Excuse. Ok, allez-y. Non, justement, j'allais dire que je vous laissais la parole avant. Ok, c'est juste que, bon, on a touché un peu du doigt le système managérial, en fait, parce que il faut un bon système de management pour tous les systèmes ne fonctionnent pas à 100%. Hein. Voilà, quel que soit ton système managérial, et ça n'empêche pas souvent, il y a certaines exceptions, en fait. Voilà, il y a certaines exceptions. Donc, le plus important, Keita l'a dit, il faut une valorisation de ces ressources-là. Il faut une valorisation du personnel. Comment valoriser? Parce que, en fait, le personnel fait partie de ta solution que tu proposes au client.
Si vous voyez que vous avez la meilleure solution, c'est parce que vous avez le meilleur personnel en fait. Donc, c'est des choses qui sont indissociables. Et donc, il faut avoir une vision globale dans laquelle il y a une valorisation du personnel à travers plusieurs mécanismes en fait. Non seulement le plan de gestion de carrière, il faut que l'employé se voit vraiment, voit qu'il évolue. Vous voyez? Parce que moi, j'ai vu des entreprises où voilà, l'employé gagne tel montant depuis plus de 10 ans. Ça n'évolue pas. Vous voyez un peu. Donc, ça crée souvent certaines frustrations. Ou bien établir cette gestion plus équitable, en fait, entre les employés. D'où la politique salariale qu'il faut pour chaque entreprise, que ça soit vraiment de façon très saine. On sait que quand vous faites ça, vous avez ça. Quand vous faites ça, vous avez ça. Vous voyez un peu, même si c'est vrai, le salaire est secret, mais on sait quand même que telle catégorie doit avoir tel montant, telle catégorie doit avoir tel montant. Donc, il y a cette politique salariale qui doit être bien ficelée pour augmenter le niveau d'engagement de l'employé. Vous voyez un peu? Donc, je crois qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas tout citer pour cette séance. Voilà, mais quand même, il faut absolument essayer de placer certaines responsabilités. Vous voyez, dans une entreprise, par exemple, quand l'employeur, il faut un système où l'employeur ne s'affiche pas trop. C'est-à-dire qu'il faut que l'employé se voit dans un mécanisme seulement. Et le mécanisme-là, ça fonctionne. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation de telle personne pour faire telle chose. Donc, il faut que l'employé soit autonome. C'est dans cette autonomie-là qu'il va se sentir plus valorisé que de recevoir tout le temps des ordres. Vous voyez, donc ça, c'est des aspects psychologiques au-delà même de l'aspect argent qui peuvent vraiment contribuer à ce que l'employé soit vraiment dure longtemps dans l'entreprise, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de contrat à vie. Hein. Il faut qu'on se le dise, il n'y a pas de contrat à vie. Alors, pour rejoindre un peu M. Terra, oui, comme il parlait d'autonomie, mais le micromanagement ne marche pas à tous les niveaux. Pour des employés qui sont vraiment expérimentés, qui sont déjà autonomes, besoin de micromanagement, ils n'ont pas besoin que vous soyez tout le temps derrière eux pour qu'ils puissent être performants. Et pour des employés, certains niveaux d'employés, ça marche le micromanagement, il faut suivre pas à pas. Ils sont exécutifs, mais il faut les suivre vraiment de très près. Alors, pour les bonnes pratiques pour moi, les bonnes pratiques, c'est pas seulement les ressources humaines qui les mettent en place, mais aussi les gestionnaires, les superviseurs qui les mettent en place, les gestionnaires dans l'entreprise de manière générale. Parce que chaque gestionnaire d'équipe ou chaque directeur de département gère une équipe. C'est pas les ressources humaines qui interviennent là-bas. Les gestionnaires, les directeurs, eux, ils font une gestion tous les jours. Alors, bonne pratique pour réussir cela, il faut savoir déléguer. Vraiment déléguer. Sachez que vous avez formé vos équipes à être autonomes s'ils ne le sont pas, pour qu'ils n'aient pas besoin de vous pour faire fonctionner l'entreprise. Comme ça, le gestionnaire peut se consacrer à d'autres tâches beaucoup plus stratégiques de développement et autres. Il faut travailler la cohésion d'équipe pour que l'équipe se sente vraiment, vraiment comme si l'entreprise leur appartenait. M. Terra l'a dit, c'est très important. Ils vont de ce fait, ils vont pouvoir se donner à 200% pour la réussite de l'entreprise et ils sauront que si l'entreprise va mal, ils iront mal également. Donc, ça, c'est très important. Il faut être proche, mais il faut instaurer la bonne distance parce que le gestionnaire a quand même détient des informations sensibles, confidentielles, qu'il ne faut pas laisser à la portée de tout le monde. Il faut être discret, il faut être silencieux, il faut être surtout impartial. L'impartialité, c'est indispensable dans la gestion d'une équipe. Il faut savoir recadrer sans gêne, avec la diplomatie, avec des tacts. Il faut savoir parler, il faut savoir communiquer
à vos ressources parce que c'est important. Avec la parole, on peut soulever des montagnes. On peut faire soulever des montagnes. Moi, c'est mon avis. Et il faut savoir gérer ses émotions personnelles parce que quand on gère une équipe, on doit s'attendre à des critiques, à des jugements. On ne peut pas plaire à tout le monde. Veut pas. Il y a des gens qui ne vont pas être satisfaits. On est à l'écoute, oui, mais on ne peut pas écouter tout ce qu'ils disent parce qu'ils disent ce qu'eux, ils veulent vraiment que vous fassiez pour eux. Mais vous détenez des informations qui ne vous permettent pas de leur donner tout ce qu'ils veulent parce que ça n'ira pas dans le bon sens de l'entreprise. Donc, il ne faut pas avoir peur des critiques. Il faut vraiment savoir gérer ses émotions et bien gérer les critiques et les prendre dans le bon sens. Voilà ce que je pouvais apporter pour tout ce qui est bonne pratique managériale. D'accord. Nous avons en fait, lors des after-work organisés par Denilab, beaucoup de témoignages d'entrepreneurs issus de la diaspora qui retournent en fait au Mali entreprendre dans un projet quelconque. Hein. Et souvent, quand ces entrepreneurs nous livrent leur retour d'expérience, ils nous disent qu'ils ont du mal avec le social. Parce qu'ici, tout est carré, voilà. Et comment est-ce que, par exemple, ici, une absence doit être justifiée? Comment est-ce que, pour un entrepreneur qui veut retourner au Mali, comment est-ce qu'il peut gérer ça? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un fossé entre le système au Mali et le système ici. Nous, 15 minutes de retard doivent être justifiés. Souvent, là-bas, il y a des événements familiaux, il y a des événements festifs, mariage, baptême. Comment est-ce qu'on gère ça, Madame Keita? Alors, pour avoir travaillé ici en ressources humaines avant de partir au Canada, je peux comprendre que les ressources humaines peuvent prendre beaucoup de choses. Mais il faut, dans un premier temps, qu'il y ait des procédures ou mettre en place des processus de gestion de temps. La loi malienne donne certain nombre de jours de congés spéciaux ou personnels qu'il faut prendre pour telle ou telle raison. Cependant, quand on a un mariage ce soir, on ne se marie pas. Ce n'est pas notre fille qui se marie. Donc, l'entreprise n'a pas à payer pour cela. Il faut être clair là-dessus, il faut être ferme. Il faut l'appliquer à soi-même. Quand on veut que les gens respectent et soient disciplinés, il faut qu'on donne l'exemple nous-mêmes. Quand on s'absente, il faut donner de raisons. On n'a pas besoin de se justifier quand on est manager forcément à ses employés, mais il faut donner une raison pour laquelle je suis en retard aujourd'hui. Je suis en retard, j'arrive pour tel, j'arriverai tard aujourd'hui parce que j'ai tel. On ne s'excuse pas, on donne juste pour ne pas qu'ils s'inquiètent, pour qu'ils sachent que c'est important de respecter les heures. C'est du business. Il y a le social, mais si le business ne fonctionne pas, on n'a pas d'emploi. Il faut être strict avec les congés. Il faut être vraiment strict. On prend une demi-journée, on le prend dans nos jours de congé personnel. Un jour de congé pour tout ce qui est social, ça c'est le personnel. Il y a des entreprises qui offrent entre 5 à 10 jours pour journée personnelle. Vous pouvez les prendre comme vous voulez pour des cas de maladie de vos enfants, pas personnellement vous. Moi, je me rappelle que j'ai eu à avoir des problèmes avec des employés qui avaient leurs enfants malades. Et l'entreprise, je suis désolée de le préciser, l'entreprise emploie une mère de famille, mais elle n'est pas obligée de couvrir les absences de la maman pour les maladies du bébé. C'est pour ça qu'il y a les congés. Les congés sont faits pour ça. On les prend quand on en a besoin et quand son enfant est malade, il faut prendre des congés. Ça, c'est important. Il faut être vraiment strict là-dedans et vraiment rappeler au gestionnaire à chaque fois pour telle ou telle absence, il faut justifier. Il faut le justifier. On ne le prend pas dans les temps de l'entreprise. C'est important. D'accord. Et si jamais c'est répétitif, parce qu'il faut savoir que c'est le climat en fait qui est prompt à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Si ça se répète, est-ce qu'on peut en venir à virer le salarié? Pour des avertissements, on va le virer. Quand ça se répète, moi, ce que je sais, par exemple, pour des congés de plus d'une demi-journée ou des absences d'une demi-journée qui ne sont pas des absences de maladie, on le prend sur les congés. Si ce n'est pas justifié, on enlève automatiquement des congés. Ça ne se discute pas.
Par contre, si des retards se répètent et que l'employé n'a pas un bon, comment on appelle, une bonne raison, c'est pas justifié, il faut faire, on en parle c'est pour ça qu'on fait des points. C'est pour ça qu'on fait des points mensuels ou des points à chaque semestre ou à chaque année, chaque fin d'année. On rappelle les erreurs, les manquements de l'année et comment on fait pour y remédier. Si jamais l'heure ne convient pas et que l'employé désire une flexibilité dans les horaires, l'employé peut le dire. Pour virer, il faut déjà que ce soit documenté, qu'il y ait des preuves d'avertissement, qu'on ait essayé. Et dans ce cas-là, oui, ça peut être un mauvais point. D'accord. Monsieur Terra? Oui, désolé pour l'instabilité de la connexion. Non, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, je crois que les cas sociaux, les cas sociaux, c'est un vrai problème dans les entreprises et même, voilà, dans l'administration publique, en fait, c'est ça même qui justifie le retard de nos pays africains. Et dans les entreprises, sincèrement, moi j'en ai vécu tellement. Souvent, vous essayez d'être flexible. Voilà, par exemple, pour des petits problèmes liés à la personne même de l'employé, souvent ça passe, mais il y a des cas où il y a des gens qui tirent ça loin. Par exemple, voilà, je vais au mariage de la petite sœur de mon ami. Bon, vous voyez un peu, c'est des choses, ça ne passe pas. Ou bien, j'avais une commerciale, vous voyez, c'est-à-dire, dans le mois, elle peut avoir plus de 5 ou 6 fois des partages de cola. Elle doit participer à des partages de cola, des fiançailles. Mais finalement, je l'ai dit, non, moi, sincèrement, ces choses-là, ça ne passe plus. Donc, ce qui me fait parler du problème de digitalisation, parce que l'un des moyens le plus efficace, c'est digitaliser. Keita en a parlé, c'est-à-dire les feuilles de temps. Actuellement, il y a tellement d'applications qui permettent de rationaliser les présences. Parce que souvent, si vous êtes tout le temps voilà, à vérifier personnellement telle personne, est-ce que telle personne a émergé, s'il y a l'aspect humain qui est là, souvent, vous pouvez faillir parce qu'il y a les sentiments qui peuvent jouer. Donc, autant mettre la technologie voilà, pour gérer cet aspect-là et prendre des décisions en conséquence. C'est la meilleure solution. Par exemple, il y a des gens qui peuvent même s'absenter sans vous le dire. Hein. Souvent, il y a des prestations, par exemple, nous, dans notre cas, si par exemple, on doit faire l'entretien d'un espace vert dans un hôtel, par exemple, imagine entre l'hôtel et l'entreprise, l'employé peut faire beaucoup de choses que voilà, vous pouvez ignorer. Vous voyez? Et tout ça, ça joue sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, moi, je pense que voilà, prendre des décisions rationnelles, mais ce n'est pas à 100%. Voilà. D'accord. Monsieur Terra, vous disiez avoir une employée voilà, qui n'était pas très assidue de ce qu'on a compris. Vous savez, souvent, quand on rappelle à l'ordre les employés, ça peut mener à des conflits. Comment est-ce qu'on gère les conflits? Vous, en tant qu'entrepreneur, vous qui avez votre structure, comment vous faites pour faire en sorte que l'équipe, qu'il y ait une cohésion de groupe? Comment, en fait, vous gérez vos conflits? Voilà, vous savez, moi, avant de m'installer en tant qu'entrepreneur, j'ai d'abord été manager parce que j'étais commercial de distribution et donc j'avais tellement d'équipes à gérer. Et donc, tous les jours, j'ai des crises d'humeur, des cas à gérer au sein de l'équipe que je manage tout le temps. Donc, dans mon entreprise, moi, j'essaie d'être vraiment un arbitre, en fait. J'essaie d'être proche des employés, mais distant à travers, c'est équidistant, en fait, à travers chaque employé va penser que je suis plus proche de lui, mais en réalité, je ne suis proche de personne. Je suis là en tant qu'arbitre, mais j'essaie toujours de mettre derrière le sentiment.
j'essaie d'être objectif. Quelle que soit la situation, j'essaie d'être objectif. C'est très dur, c'est vrai, mais c'est l'une des qualités qu'un entrepreneur doit avoir pour pouvoir mieux gérer le personnel. Par exemple, s'il y a un cas, voilà, par exemple, un cas d'absence, moi j'en ai l'habitude de faire. J'ai dit, mais vous êtes absent, pourquoi? Ah, j'étais malade, donc va chercher une fiche médicale qui justifie cela. Si vous n'en avez pas, on va défalquer ça de votre rémunération. Donc, j'en ai fait une fois, deux fois. Bon, finalement, ça a cessé. Donc, d'où l'importance de mettre des mécanismes vraiment pour éviter ces dérapages-là. C'est la seule solution. D'accord. Madame Keita? Alors, pour revenir au cas de, comme le disait M. Terra, d'absence répétée de quelqu'un, il faut en fait faire en sorte que ça ne se... qu'il n'y ait pas une personne qui fait ça tout le temps, sinon ça deviendra une habitude de l'entreprise. Si vous devez être juste équitable. Vous n'avez rien fait pour une personne, alors si une deuxième personne le fait, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que vous l'avez permis. Alors, pour gérer les conflits, il faut mettre en place un environnement, il faut cultiver un environnement de travail sain. Faire en sorte qu'il y a moins de frustration, il va plus y avoir de frustration, mais qu'il y ait moins de frustration causée par la gestion. Donc, il faut mettre en place des règles de gestion claires et transparentes. Aussi, il faut que certains sujets soient pas très discutés au travail, comme la religion, comme la politique. Ça peut amener beaucoup de conflits en entreprise. Mais sans vous interrompre, mais comment est-ce que c'est un, comment dire ça? Comment le formaliser ça? Parce que est-ce qu'on ne peut pas aller voir les salariés en leur disant ça comme ça? Est-ce que c'est un règlement intérieur qui établit toutes ces règles? Enfin, comment est-ce qu'on procède? On peut le mettre dans un règlement intérieur qui est signé à l'embauche. Tous les employés signent à l'embauche, ils ont une copie. On peut mettre en place aussi, il y a certaines compagnies qui font signer une fiche de... Il y en a qui appellent ça bonne pratique ou... comment on appelle ça encore? J'ai oublié le terme. Ils utilisent ça souvent. Exactement. Ils utilisent ça à l'embauche. On n'a pas entendu, M. Terra, vous disiez? Oui, je disais bonne conduite, en fait. Il y a des engagements... Voilà. Exactement, des engagements de bonne conduite où on le fait signer à l'employé à la signature du contrat. L'employé le lit et le signe. On le rappelle alors au besoin. Tout ce qui est religion, politique, c'est interdit d'en discuter parce que ça peut amener des sujets très sensibles qui peuvent mettre en conflit les gens alors que l'entreprise n'a rien à voir là-dedans. Et ça permet de maintenir un climat sain. Alors, il faut, pour éviter les conflits, il faut vraiment communiquer de façon claire et transparente. Il faut communiquer en groupe, communiquer individuellement. Quand quelqu'un fait un manquement, il faut rencontrer la personne, lui signifier sans état d'âme que oui, il n'y a pas d'état d'âme. On n'est pas à la maison, on est dans une entreprise et dans une entreprise, les règles sont faites pour être respectées. Il y va de la réussite de l'entreprise. Et aussi, il faut impliquer le personnel là-dedans. Il faut impliquer le personnel. Quand il y a des conflits, écoutez, impliquer les gens qui sont intéressés directement par le conflit. Les écouter, mettre en place, par exemple, un comité de gestion de conflit qui va rencontrer les personnes en conflit, en groupe et individuellement, et les impliquer dans la recherche de solutions. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter de tels conflits? Posez tout simplement, faites confiance à vos employés, demandez-leur leur avis. Quand ils vous donnent leur avis, là, ils seront beaucoup plus favorables à l'appliquer. Mais si vous leur mettez des règles directement vous-même, souvent, ils vont trouver des raisons pour ne pas les respecter. Donc, je pense que ça passe beaucoup par la communication. D'accord. Merci pour tous ces éléments. À cela, juste un petit quelque chose, parce que souvent, selon la taille de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle le comité d'entreprise qui regroupe certains du nombre. Parce que quand vous êtes obligé d'établir ces comités-là. Et très souvent, ces comités ont pour rôle
de gérer voilà, ces cas de conflit sans que ça n'arrive à un certain niveau. Voilà. Merci, Monsieur Terra, pour votre contribution. Et enfin, avant de passer aux questions-réponses, il y a beaucoup de questions des participants dans le chat. Madame Keita, au niveau légal, en tant que femme, hein, je me devais de vous poser cette question. Hein. Au niveau légal, est-ce qu'il y a-t-il un quota à respecter au niveau du recrutement des femmes? Est-ce que la loi préconise un quota au niveau du recrutement des femmes? J'étais en plein ressources humaines, gestion en ressources humaines il y a 5 ans de cela. Et à ma connaissance, la loi n'en met pas du tout. Certains organismes internationaux privilègent ou encouragent beaucoup les candidatures féminines pour avoir beaucoup plus de femmes, pour avoir l'équité du genre. Mais c'est un peu délicat parce que c'était délicat avant. Maintenant, la tendance est en plein changement parce que les femmes sont diplômées et responsables, beaucoup responsables maintenant. Fait que oui, légalement, monsieur Terra me dira si je me trompe, mais légalement, il n'y a pas de règles ni de loi là-dessus au Mali. D'accord. Oui, effectivement, c'est juste des politiques de bonne volonté en faveur de l'émancipation des femmes. Sinon, en réalité, légalement, en tout cas dans le code du travail, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. Tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Voilà, il n'y a pas une imposition pour une entreprise de recruter tel nombre de femmes que de nombre d'hommes. D'accord, merci Monsieur Terra. Donc, nous allons maintenant passer aux questions-réponses avec le public. Donc, nous avons une question de Mamadou qui demande dans la législation malienne combien de temps dure la période d'essai et combien de fois peut-on la renouveler? Est-ce qu'il y a une possibilité de renouvellement? Est-ce que je peux reprendre Monsieur Terra? Oui, il n'y a pas de souci. La législation malienne, dépendamment du type de poste, c'est entre 3 à 6 mois. Dépendamment du poste. Les postes de grosses responsabilités, ils peuvent demander 6 mois. Mais il y a pas la loi ne fixe pas forcément une durée. On peut mettre 3 ou 6 mois, dépendamment du niveau du poste, parce que certains postes demandent comme 3 mois de formation ou d'intégration, il y en a qui demandent 6 mois. Donc, c'est en fonction de ça qu'on définit. Renouvelable, je ne pense pas. D'accord. Très bien. Nous avons l'intervention de... Allô, Monsieur Terra? Oui, je disais qu'effectivement, c'est cela, soit 3 ou 6. Et puis, si vous prenez 3, vous pouvez renouveler ça, mais une fois, ça ne peut pas dépasser les 6 là. D'accord. Donc, la période maximale, la période d'essai maximale est fixée à 6 mois, si j'ai bien compris. Voilà. D'accord. Donc, nous avons Mounir qui se présente en disant qu'il vit en France, qu'il est distributeur agréé de produits éléphants verts Mali à la diaspora. Il a remarqué qu'il reste beaucoup à faire pour les RH au Mali. Ces questions sont les suivantes. C'est juste, j'aimerais savoir, est-ce que dans le contrat, il y a les périodes d'essai? Bon, en plus de ça aussi, j'aimerais savoir les entreprises, avant de créer des écoles, est-ce que les écoles sont prêtes à faire des stages avec les entreprises en alternance? C'est-à-dire, voici mes questions. Voilà, merci. Et j'ai une dernière question aussi pour l'emploi des personnes handicapées. Est-ce qu'au Mali, les entreprises sont prêtes à adapter leurs locaux pour recruter les personnes handicapées? Est-ce que vous avez déjà une démarche appropriée à cette situation aussi? Voilà, Madame Keita, si vous le permettez, juste sur la première question concernant la période d'essai. Bien évidemment, c'est une option qu'on peut prendre ou bien laisser en fait. Dès que vous signez le contrat, vous pouvez assortir le contrat d'une période d'essai, voilà, de 3 mois, maxi, de 3 mois. Mais c'est que l'employeur doit savoir, l'employeur et l'employé doivent savoir, c'est que la période d'essai
partie de la durée du contrat. Et il est de 12 mois. Eh bien, la période d'essai fait partie de ces 12 mois. Voilà, mais c'est juste que souvent, on fait assortir ces contrats de période d'essai au bout desquels, n'est-ce pas, les employés et les employeurs peuvent se tester et leur permettre soit de continuer ou bien d'arrêter. Voilà. Bon, pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'il y a des stages, alternance? Il n'y a pas d'alternance au Mali. Par contre, il peut y avoir des stages de pré-embauche, stages avec possibilité d'embauche, on le dit souvent, mais rien n'exige à l'employeur d'embaucher le stagiaire à la fin du contrat de stage. C'est des stages où vous pouvez demander juste obtenir un stage dans une entreprise. À la fin de votre stage, vous avez la chance d'obtenir un emploi. Ça arrive très souvent. Autre question, c'était par rapport à l'emploi des personnes handicapées. Malheureusement, j'ai jamais connu une entreprise au Mali qui s'adapte aux conditions handicap ou qui est prêt à adapter son entreprise ou à mettre en place une ergonomie pour les personnes handicapées. Malheureusement, le Mali n'est pas encore à ce niveau-là et c'est vraiment dommage parce que on a beaucoup de compétences qui ont des handicaps. D'accord. Nous Voilà. avons... Je voudrais juste le stage aussi. Il faut que les gens comprennent aussi que le stage a une durée. Souvent, on voit dans certaines entreprises que voilà, des gens qui sont en stage depuis 2 ans, 3 ans, voilà, stage, ça ne finit pas. On n'est pas employé, on n'est pas, voilà, vous voyez. Mais c'est juste que les gens comprennent que c'est réglementé. C'est réglementé. Et si j'ai bonne mémoire, la durée du stage, c'est 6 mois qu'on peut renouveler une fois. Au-delà de ça, vous tombez automatiquement dans un contrat à durée indéterminée. Voilà, merci, Monsieur Terra. On a également une autre question de de Mamadou qui demande si peut-on renouveler les CDD de façon indéfinie? Le CDD est renouvelable selon 2 fois. Et le CDD, c'est une durée de 0 à 2 ans maximum. On ne peut pas faire un CDD de 3 ans. Et si on fait un CDD de 2 ans, on peut le renouveler 2 fois. Si on fait un CDD de 1 an, on peut le renouveler 2 fois, mais pas plus. Ça veut dire qu'on peut faire 3 contrats CDD. Au bout des 3 contrats et que vous avez encore des besoins, je pense que vous devrez embaucher d'une façon indéterminée. D'accord. Je pense que M. Terra voulait apporter sa contribution, non? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On ne vous entend plus, M. Terra. On a également une question de Awa Terra. C'est qu'il n'y a rien à dire, c'est ça. D'accord. On a également une question de Awatera qui souhaiterait savoir sur quelle plateforme elle peut retrouver les offres d'emploi des entreprises au Mali. Tout à l'heure, Madame Keita parlait de Emploi et moi. Est-ce que vous avez d'autres références? Il y a aussi ANPE. ANPE qui est un site qui est gratuit pour les employeurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de postes qui s'affichent là-bas parce que ce n'est pas payant. Il y a Malipage également. Je pense qu'il y a des sites qui sont aussi spécialisés. Il y a Malibara aussi. Il y a des sites qui sont spécialisés au niveau minier et autres que je ne maîtrise pas vraiment. Je ne connais pas, mais je pense que j'ai vu passer quelque chose comme Mali Mining Job. Non, Mali Mining Job. Il y a Malipage, oui, exactement. Mais Mali Mining Job, j'ai entendu quelque chose de même. Mais je ne suis pas très, très certaine. Mais je sais qu'il y a Malipage, Malibara, Emploi et moi et le site de l'ANPE. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une possibilité de le noter plus tard sur le chat? C'est ce que je suis en train de faire. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, on a dit qu'il y avait Malibara, l'ANP, si je ne me trompe pas. L'ANPE, d'accord. Emploi et moi et Malipage. D'accord. Merci bien.
Ça fait un moment aussi que M. Koulibaly Laurent est en train de lever la main, donc je vais vous céder la parole le temps que j'écrive voilà, toutes ces références-là. Je vais Alors, prendre la parole. je voudrais poser ma question oralement, vu qu'elle est un peu longue. Allez-y, monsieur. Voilà, en fait, dans les canaux pour recruter, vous avez noté, en tout cas, c'était fait unanimement, en fait, que les bouches à oreille, c'était, en tout cas, les canaux les plus performants. Alors, je voudrais aussi ajouter à ça, fait, ma question, ça, par rapport aux cas sociaux dont on a abordé. Les bouches à oreille, je pense que l'avantage ou peut-être aussi l'inconvénient, c'est que ça vous met en contact avec des personnes avec lesquelles vous êtes socialement proches. C'est-à-dire que les parents d'un ami, les parents d'un proche. Et donc, en termes de gestion des personnels, est-ce qu'il ne serait pas peut-être aussi plus difficile de vous débarrasser de vous débarrasser de ce genre de personnes, ou en tout cas de les recadrer? Est-ce qu'il n'y a pas en tout cas un enjeu humain qui entre aussi dans la gestion de l'entreprise dans ce genre de recrutement? Très, très pertinente comme question. Je pense que au Mali, on est dans une grande famille. Tout le monde se connaît. Et il faut faire attention à ce niveau-là. Comme je le disais, de bouche à oreille peut être très efficace quand c'est des profils rares. Et dans ces profils rares, c'est sûr que vous n'allez pas forcément trouver quelqu'un qui est votre proche et qui ne se comporterait pas très bien ou qui ne comprendrait pas très bien les règles. Par contre, il faut faire attention. Dans l'application des règles, il faut être impartial, juste et équitable. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un de votre famille que vous embauchez, au contraire, vous devez appliquer d'abord la règle à cette personne-là. Sinon, ça va amener des problèmes dans votre entreprise. Mais si vous êtes sûr que vous ne pouvez pas gérer ce côté-ci, alors n'allez pas afficher ne diffusez pas votre besoin de bouche à oreille. Vous pouvez décider de le mettre sur un site et vous demandez aux gens de partager. Comme ça, les personnes neutres vont trier et vous n'avez pas votre mot à dire là-dedans. Merci. Bienvenue. Nous avons ici M. Koulibaly Aboubakar qui veut prendre la parole. Donc, je vous laisse prendre la parole. Alors, bonjour à tous. Alors, je voulais intervenir sur ces points également que M. Koulibaly, d'autres M. Koulibaly a dit. Et sur ce plan, la difficulté que les gestionnaires des ressources humaines rencontrent généralement dans les processus de recrutement, c'est le fait qu'au Mali, beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire les entreprises de petite taille, ils ne s'investissent pas dans les recrutements. Alors, moi, j'étais au Mali et j'ai fait ma licence au Mali. Après, j'ai fait des stages dans un cabinet des ressources humaines et un cabinet de placement. Alors, qui est recruté pour mettre à disposition les salariés dans les entreprises partenaires. Alors, et comment ça se passait les procédures de recrutement? Souvent, les entreprises, quand ils ont des besoins, ils ont du mal à trouver des personnels. Ils confient les contrats sur les recrutements au cabinet. Et après, donc bien avant, une semaine, 2 semaines, ils appellent des cabinets pour le dire. Et c'est bon, j'ai déjà trouvé voilà, un salarié pour le poste. Donc là, et souvent après, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, 2 mois, ils reviennent encore. Donc là, les personnels que je l'avais recrutés, donc là, voilà, ça n'a pas marché. Donc là, ils nous demandent encore de faire le recrutement. Alors sur ce point, c'est-à-dire les entreprises ne font pas investir dans les recrutements. Par exemple, même pour faire des offres ressources et plateformes là comme les Malibara, ANP ou Malipage, tout ça, parce qu'il faudra payer d'abord. Donc là, les entreprises ne veulent pas faire ces investissements pour publier leurs offres. Donc là, si vous avez du mal à partir vers des sites spécialisés sur lesquels les chercheurs d'emploi et les employés se croisent, donc là, ça sera très difficile pour votre entreprise de trouver les candidats talents, c'est-à-dire qui correspondent à votre besoin. Donc là, vous serez obligé, alors, dans ce cas, pour recruter et à travers des bouches à l'oreille, comme j'ai écouté les 2 intervenants qui disaient que c'est ça qui marche bien. Sinon, il y a également des talents qui sont assis, donc là, qui cherchent de l'emploi. Et voilà, donc là, vous ne les verrez pas. Donc là, ce sont des remarques que moi, j'ai appris lors de mon stage. Pour apporter quelque chose dans ce que M. Koulibaly vient de dire, en fait, le site de la NPE n'est pas payant. Avant, peut-être que ça n'existait pas, mais maintenant, c'est gratuit.
Les journaux aussi, on n'avait pas parlé des journaux. Les journaux, on peut faire des annonces dans les journaux, même si ce n'est pas très, très efficace. Et il y a Facebook maintenant. Il y a Facebook. On peut partager, si la compagnie a une page Facebook, vous pouvez partager sur Facebook ou vous pouvez publier une annonce de votre entreprise sans pour autant vous afficher comme la personne ressource. Vous mettez l'adresse où il faut appliquer et ça peut générer des profils. Mais oui, pour dire, il y a certaines, les PME ne veulent pas vraiment investir là-dedans. Mais en même temps, quand on ne peut pas investir dans le recrutement, confier dans un cabinet coûte beaucoup plus cher aussi. Il faut avoir vraiment le budget. Oui, effectivement, et sur ce point, et parce que là, le recrutement aussi, ça demande de l'investissement. Alors, parce que là, pour avoir les candidats potentiels, parce que quand vous passez par les cabinets spécialisés dans le recrutement, ça, c'est garanti. Ils vous donnent ils vous trouvent un candidat. Si le candidat n'est pas potentiel pendant les périodes d'essai, 3 mois renouvelables une fois, qui fait 6 mois, donc là, vous pouvez dire à votre partenaire, client, recruteur, donc là, le candidat que vous m'avez donné, donc là, ça ne correspond pas à mes besoins. Donc là, je cherche encore un nouveau candidat. Et la somme que vous avez investie pour votre recrutement, donc ça, c'est garanti pendant cette période d'essai. Donc là, et ça, c'est un avantage. Mais si vous passez par bouche à l'oreille, vous allez perdre votre temps aux périodes d'essai pendant 3 à 6 mois à former les candidats et qui ne sera pas productif au sein de votre entreprise. Vous allez devoir lui laisser et rechercher encore un nouveau candidat. Donc, la défaite et le temps que vous avez passé pour former, investir et contraire sur le nouveau salarié, ça ne vous apporte rien. Donc là, j'en ai tiré cette leçon lors de mon stage. Et voilà, je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, M. Terra. Voilà, donc je voudrais juste répondre sur ce que M. Koulibaly vient de dire. Si je ne me trompe pas, c'est Koulibaly. Hein. Voilà, donc en fait, c'est-à-dire le recrutement à travers les cabinets, ce n'est pas systématiquement, on n'a pas dit que en fait, c'est pas, il y a du bon qui peut en sortir. Il y a du bon. Mais maintenant, j'avais dit dans mon intervention que ça dépend de la taille de l'entreprise. Par exemple, pour une PME ou voilà, une très petite entreprise, souvent, ce n'est pas évident pour des raisons voilà, dont Mme Kate en a parlé, et pour des besoins d'argent, par exemple, parce que c'est payant, ça peut être coûteux pour l'entreprise, c'est vrai. Voilà. Et aussi, souvent pour une jeune entreprise, ce n'est pas trop évident qu'un cabinet puisse te donner la personne idéale pour la croissance de l'entreprise. Ce n'est pas trop évident, même si on n'a pas dit que les cabinets ne donnent pas. Et moi, j'ai fait les expériences des deux. Voilà. Mais je peux vous dire que actuellement, mon gestionnaire à l'interne ici, c'est lui, c'est-à-dire mon second. Moi, je l'ai eu à travers de bouche à oreille. J'étais dans voilà, quelque part en ville, j'ai échangé avec une dame et elle me dit, voilà, vous êtes entrepreneur. J'ai vraiment mon frère qui est là, qui est au chômage depuis quelque temps. J'ai dit, mais il fait quoi? Il m'a parlé, elle m'a expliqué son profil. J'ai dit, il n'y a pas de souci, qu'il envoie son dossier à l'email. Et tout de suite, quand j'ai vu le CV, j'ai appelé la personne et puis ça marche. Et aujourd'hui, là où je vous parle, il est sur le terrain en train de gérer certaines choses pendant que je tiens la conférence là. Donc, c'est pas c'est vrai, le bouche à oreille, c'est un couteau à double tranchant parce que vous pouvez vous sentir, vous pouvez tomber dans le cercle vicieux des sentiments sociaux en fait. Parce que vous pouvez être plus proche de la personne et ne pas pouvoir réprimander, ne pas pouvoir sanctionner comme il le faut. Mais tout ça, ça dépend de la personnalité aussi de l'entrepreneur. Voilà. Merci, M. Terra. J'espère que M. Koulibaly, vous êtes satisfait des réponses données. Monsieur Terra, donc nous allons bientôt clôturer ce webinaire. Est-ce que vous avez un mot de fin? Voilà, est-ce que vous avez des conseils, des suggestions à faire à nos différents participants?
Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question, mais même si c'est vrai qu'on ne peut pas tout détailler ici, mais ce que je peux vraiment conseiller, surtout pour les jeunes entreprises, c'est il faut recruter lentement, mais licencier rapidement. Dès que ça ne va pas, voilà, il faut savoir prendre la décision au temps opportun avant de, c'est-à-dire pour limiter la casse, quoi, en fait. Parce que souvent, vous pouvez garder certaines personnes juste pour, voilà, mettant les sentiments devant et c'est l'entreprise qui va payer cher. Vous voyez, et je crois que même dans les grandes entreprises aussi, c'est ça. Je crois qu'il faut recruter sur le modèle de résultat. Il faut que la nouvelle recrue puisse vraiment produire. Nous sommes dans un monde où le résultat est beaucoup mis en avant. Donc, je crois que c'est ça qui doit motiver dans la gestion des ressources humaines. Merci pour ce mot de fin. Madame Keita, à votre tour. Alors, comme il a dit, hein, M. Terra a vraiment résumé, la gestion des ressources humaines, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important de trouver la bonne personne pour le poste, l'encourager, le développer pour pouvoir le maintenir. Si vous avez la bonne personne et que vous ne le développez pas, vous n'allez pas le maintenir. Donc, dans la gestion des ressources humaines, il est important d'être juste et équitable, il est important de communiquer. Communiquer avec vos personnels, considérez-les comme vos ressources, votre ressource la plus sûre, la plus importante. Et de ce fait, vous allez réussir votre gestion des ressources humaines. N'hésitez pas à demander de l'aide aux besoins. Personne ne peut réussir seul. Demandez de l'aide aux entrepreneurs, à vos collègues, à des gens qui sont dans le domaine. Renseignez-vous. Je pense que l'inspection du travail est même ouvert à donner des conseils dans ce sens-là, dans tout ce qui est réglementation et autres. Ils sont ouverts à supporter. Là, un peu aussi, je pense qu'ils sont très heureux de pouvoir aider ou d'afficher vos postes. Et sur le site, et même avant, ils affichaient vraiment dans un babillard. Donc, il ne faut vraiment pas avoir... il faut oser, il faut vraiment oser. C'est comme ça qu'on réussit en gestion d'une manière générale. Merci pour tous ces conseils avisés. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Madame Keita et Monsieur Terra, on tenait vraiment à vous remercier chaleureusement pour votre participation, vos retours d'expérience et votre expertise. Également, je tiens à remercier aussi notre public de qualité qui a été très, très réactif, qui n'a pas hésité à poser de questions. Donc, on voit qu'à travers leur engagement, il y avait de réelles questions, un réel engouement sur ce sujet. Donc, au nom de l'équipe d'Onilab France, donc, je vous remercie en vous souhaitant une bonne fin de journée à tous.